Les cas de pollution sont légion sur le continent africain et malgré de longs procès, comme ça a été le cas au Nigeria dernièrement, les populations sont parvenues à obtenir des dédommagements importants, notamment en pays Ogoni. Un major du secteur pétrolier a été condamné à verser 95 millions d'euros à ces populations Ogoni. Ça indique bien que ce combat peut porter des fruits, peu importe le temps. La pollution dans l'exploitation du pétrole, quid de la responsabilité des multinationales. C'est de ce sujet que nous allons discuter en compagnie d'abord de Patrick Barbera-Isaac, qui est secrétaire national de l'ONEP. L'ONEP, c'est l'Organisation nationale des employés du pétrole au Gabon, secrétaire national de l'ONEP, donc chargé de la santé, la prévoyance sociale et les retraites. Nous avons également Jérémy Wondje, qui est secrétaire général du syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire. Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous qui est diffusé en simultané sur Afrique-Info TV et Proximity Web TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Aziz, pour l'invitation. Alors, Jérémy Wondje, on va commencer par vous, parce qu'on sait qu'il y a eu en Côte d'Ivoire un grave cas de pollution, bien entendu, qui ne relève pas de la pollution dans le domaine des hydrocarbures, mais qui, bien sûr, avait été très commenté dans la presse. Il s'agit de la pollution engendrée par des déchets toxiques qui avaient été déversés. On imagine bien sûr que les dommages avaient été très importants. La pollution, en ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, est souvent, peut-on penser, due au laxisme des pouvoirs publics. Merci. Même si la connexion n'est pas très bonne, mais nous vous entendons je voudrais quand même. Encore une fois, d'accord, encore une fois vous dire merci pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur ce thème assez intéressant. Mais parlons de la pollution pétrolière. Je ne dirais pas qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a du laxisme. Je ne pense pas. Il y a un ministère le ministère de l'Environnement, qui a aussi des services spécialisés, notamment le SIAPOL, qui, dans ce domaine-là, fait beaucoup d'efforts pour éviter à la Côte d'Ivoire d'avoir, j'allais dire, un cadre opérationnel moins polluant. Mais cela dit, la maîtrise du phénomène de la pollution en haute mer est une difficulté et je dirais que c'est là que l'État doit pouvoir se doter de moyens adéquats pour lutter contre ce phénomène. Quand je parle de moyens adéquats, vous comprenez qu'il y a des navires qui déversent en haute mer des déchets et il faut avoir tous les moyens pour pouvoir contrôler toutes ces activités-là. Mais les activités terrestres, je pense que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Merci. Alors, il y a de gros efforts à faire partout. Hein. Vous le soulignez tantôt en ce qui concerne la pollution en haute mer et les hydrocarbures qui sont déversés. On a en mémoire ce qu'il s'est passé récemment
à Maurice, où ces belles eaux turquoises toutes bleues ont été salies par du fuel, plus de 1000 tonnes de fuel déversées sur ces plages. C'est après très difficile à nettoyer, et ça, on va le savoir avec Patrick Barbera-Isaac, qui est ingénieur du pétrole. Mais d'abord, la responsabilité des pouvoirs publics, évidemment, elle est engagée, et ces cas de pollution sont devenus légion, certainement par rapport au laxisme du côté des pouvoirs publics observés, si l'on s'en tient à certains éléments. Absolument. Parce que vous savez, en fait, les pollutions, c'est inhérent au business. À partir du moment où vous êtes dans l'exploitation pétrolière, forcément, vous aurez de la pollution. Sauf que, actuellement, avec les technologies disponibles et les bonnes méthodologies, on peut vraiment minimiser l'impact de ces pollutions. C'est possible en travaillant bien, en ayant du bon process safety, d'avoir que des pollutions mineures, en fait. Mais quand on arrive à des pollutions très répétées, très fréquentes et d'une certaine ampleur, c'est que quelque part, il y a eu un problème. Et bien évidemment, quand l'État est présent, quand l'État contrôle énormément, les sociétés font très attention. Mais là où il n'y a pas de contrôle, là où il y a un peu de laisser-aller, tout peut arriver. Parce que, on le sait très bien, le but des multinationales, c'est toujours de maximiser les profits et de réduire les coûts au minimum. Donc, quand on laisse en fait cette tendance de réduction des coûts à l'extrême, c'est-à-dire en mettant des sociétés à bas prix, low cost, en mettant du personnel peu compétent, en réduisant les inspections, en réduisant les politiques d'intégrité de maintenance, à ce moment-là, on ouvre la porte, il y a des barrières qui sont donc défaillantes, on ouvre la porte à des incidents répétés et d'une certaine ampleur. Donc oui, le laxisme des pouvoirs publics peut induire un laxisme de la part des multinationales, d'où par voie de conséquences des pollutions majeures ou catastrophiques. On note, Patrick Barbera-Isaac, que l'exploitation pétrolière a été lancée sur le continent africain dans les années 60, années des indépendances, mais à ce moment-là, il semble que l'équipement qui avait été mis en place fonctionnait très bien, et que la dégradation de ces équipements a, quelques années plus tard, entraîné ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Oui, absolument. C'est le cycle de vie de toute exploitation pétrolière. Au départ, on commence avec des équipements neufs, tout se passe très bien, on commence avec des très bons spécialistes, et au fur et à mesure que vous continuez l'exploitation, vous n'avez plus les mêmes rendements. C'est-à-dire, si au départ, vous commencez avec un gros pourcentage de brut, à un certain moment, vous produisez plus d'eau, beaucoup plus d'eau que de brut. Vous pouvez même arriver à des niveaux où vous produisez 95% d'eau et 5% de brut. Donc, à ce moment-là, les rendements, le profit, il est moindre, et il y a la tentation pour les entreprises de réduire les coûts à l'extrême. Et le problème aussi, c'est pas simplement lié au cycle de vie, mais c'est aussi lié aux crises pétrolières qui peuvent arriver, les crises et les contre-crises. Parce qu'en situation de crise, on réduit les coûts, et à ce moment-là, ça devient dangereux. En situation de crise, les coûts sont réduits. Jérémy Ondié, on voit qu'il y a aussi, en ce qui concerne les dispositions qui sont prises par les États et qui parfois ne sont pas respectées par les majors. Jérémy Ondié? Non, je pense que le dispositif réglementaire existe bel et bien. Il y a un code pétrolier, un code minier en Côte d'Ivoire, et il n'est pas question de ne pas faire appliquer, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut se donner les moyens. Le dispositif peut bien exister, mais il faut se donner les moyens, équiper les différentes inspections, les différentes structures pour être sur le terrain et vérifier si au niveau des installations, les assets ont été renouvelés, si les contrôles sont faits périodiquement
OK, pour qu'on puisse éviter tous les problèmes que peuvent constituer des fuites d'hydrocarbures et autres. Donc, pour nous, c'est vrai, quand on regarde notre code, notre dispositif, il existe bel et bien, mais encore une fois, de mon point de vue, il faut doter les différentes structures de moyens adéquats, hein, pour que ces structures-là puissent être véritablement opérationnelles, surtout en haute mer, être opérationnelles pour faire les inspections et les contrôles qu'il faut. Patrick Barbera, Isaac, on sait que les multinationales souvent sont plus riches que les États africains dans lesquels elles se trouvent. Et lorsqu'une multinationale peut générer 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires contre à peine 80 ou 60 milliards de budget pour un État, pour ne citer aucun, on se retrouve quand même face à des États qui ont du mal à faire le poids. Disons que, en fait, les multinationales, ce sont des sociétés donc, qui agissent à l'étranger. Les multinationales, ce sont les prolongements des États. Beaucoup de multinationales pétrolières sont d'ailleurs des institutions publiques. Ce sont des compagnies publiques ou parapubliques. Et souvent, ces compagnies, ce sont les numéros 1 de leur pays. Vous prenez Total, par exemple, en France, c'est la première compagnie française et qui fait effectivement un très gros chiffre d'affaires qui dépasse les chiffres d'affaires de certains petits pays africains. Donc, à ce moment-là, ces multinationales qui sont les projections, si vous voulez, ce sont les fers de lance. Parce que tout pays a besoin de faire de la croissance. Donc, la France a besoin de faire de la croissance pour pouvoir financer tout son système. Et nous aussi, en Afrique, on a besoin aussi de faire de la croissance. On a besoin d'investissements directs de la part de ces multinationales pour pouvoir à la fois financer le développement, financer toutes les infrastructures dont on a besoin et surtout résorber le chômage. Parce qu'on a une telle démographie avec les nouvelles générations qui viennent, il faut leur trouver du boulot à ces gens-là. Donc, à ce moment-là, l'influence des multinationales, elle est absolument indéniable, mais c'est pas gênant en soi. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais sauf qu'il est difficile, il peut devenir difficile de faire appliquer la loi en cas de violation, de sanctionner, de peur, bien entendu, que ces entreprises, ces multinationales ne décident de peut-être aller voir ailleurs. Ça, c'est évident. Parce que si vous voulez, l'enjeu de tout petit pays, c'est d'attirer les investissements. Et l'enjeu des pays riches, c'est justement de faire beaucoup de croissance. Donc, à ce moment-là, ces sociétés qui amènent le plus de profit, qui ont un système même qui est là pour maximiser le profit, elles ont une énorme importance. Et c'est difficile, sous prétexte de loi ou autre chose, de taper sur des gens qui amènent beaucoup d'argent. Et c'est ça la difficulté, si vous voulez, pour la plupart des États, d'être vraiment très répressifs. Et la plupart du temps, les lois qui s'adressent justement à ces multinationales pétrolières sont des lois incitatives, voire déclaratives. On leur fait confiance pour déclarer les événements, ce qui se passe. Mais eux, en contrepartie, justement, pour toujours sécuriser leur profit, leur marge, ces sociétés ont un lobbying très puissant qui agit sur les réglementations, qui agit sur le régulateur. Et le régulateur, de son côté, lui, il est obligé justement de céder un peu de l'espace public. Il est obligé de réduire ses interventions, il est obligé de réduire son pouvoir de régulation et quelque part de moins agir. Parce qu'il veut motiver, les États, les régulateurs veulent motiver justement ces multinationales à continuer à investir chez eux. Et ça va même jusqu'à pousser, on va dire, une certaine surenchère en matière de réglementation pour avoir réduire, on va dire, les exigences sociales, réduire les exigences environnementales, réduire les exigences syndicales. Tout ça pour pouvoir mieux attirer ces compagnies-là. Jérémy Wondié,
on observe qu'il y a aussi des difficultés lorsqu'il s'agit d'évaluer les dégâts, notamment les dégradations des écosystèmes dans le secteur de la pêche, de la chasse, etc. Vu que sur le continent africain, les populations souvent vivent de ces activités ou bien s'organisent autour de ces différentes activités pour nourrir leur famille. La pollution aujourd'hui, surtout au niveau des mers, a un impact négatif sur certaines activités, notamment l'activité de pêche. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, il faut qu'il y ait une certaine forme de mutualisation des ressources et des expertises des pays côtiers pour que face à ces multinationales-là, je pense qu'une fois que ces pays se mettent ensemble avec une très bonne politique, on peut, de mon point de vue, mener une politique efficace. Comme le disait le camarade Isaac, quand on est seul face à des multis, c'est pas évident. C'est pour cela qu'il faut penser à une mutualisation de nos expertises de ces pays côtiers et pour pouvoir lutter efficacement contre la pollution qui généralement est le fait de ces grosses compagnies pétrolières. Merci. La pollution, elle a souvent de nombreux effets qui ne sont pas quantifiés. Patrick Barbera, Isaac, il y a des cas de maladies rares et compliquées qui ont été observés dans pas mal de régions sur le continent africain pour les zones qui avaient été pendant longtemps exploitées par les sociétés pétrolières. Et par la suite, 40 ou 50 ans plus tard, voire 60 ans plus tard, il est difficile de faire une expertise qui soit fidèle aux dégâts occasionnés, notamment sur la santé et sur les écosystèmes. Absolument. C'est vrai qu'une pollution, c'est pas simplement du brut qui tombe au sol et après qu'il faut récupérer. Et une pollution, il y a des effets parce que ce brut qui tombe au sol, dans ce brut, il y a des produits chimiques. Il y a des fois les produits que vous avez utilisés, les antiparaphiniques, les émulsifiants. Il y a des cyanides, il y a des poisons qui sont dans ces bruts. Et quand ça tombe au sol et avec la pluie, ça s'infiltre dans les aquifères et les nappes phréatiques et communiquant entre elles, ça peut toucher justement les sources d'eau potable des populations. Et c'est aussi également justement la pollution amène les impacts sanitaires dont vous faites état, pas seulement avec l'eau qui est bue, mais aussi simplement dès que les sols sont pollués, il y a la poussière qui est portée par le vent. On sait très bien que nos populations souvent marchent pieds nus ou travaillent torse nu. Donc à ce moment-là, il y a comme voie d'exposition, il y a une contamination, en fait, une exposition cutanée. C'est-à-dire, c'est vraiment au niveau de la peau, on peut absorber différents contaminants. Et aussi, les autres problèmes, c'est les gens consomment des fruits, des légumes, du poisson. Donc, il y a à la fois une contamination de la chaîne alimentaire et il y a aussi tout le cadre de vie qui est touché. Parce que les gens ont un droit naturel à vivre en harmonie dans leur cadre de vie, en harmonie avec la nature. Tout ça, c'est perturbé. Il y a des perturbations au niveau des activités de subsistance des communautés villageoises, c'est-à-dire la pêche, l'agriculture, c'est perturbé. Et on doit comprendre que ces dédommagements, ces amendes sont symboliques, que les montants que les multinationales sont condamnées à verser ne représentent rien véritablement à côté de ces nombreux dégâts qui ont pu être occasionnés. Disons que les populations subissent ces dégâts, donc c'est des dégâts, on va dire, multifactoriels, c'est beaucoup de facteurs, et ils les ressentent vraiment intensément. Quelqu'un peut ne pas avoir les problèmes de santé, j'ai oublié de dire, c'est que derrière ces problèmes de santé, il y a
une plus grande probabilité pour les populations directement impactées d'avoir les cancers de la peau. Les femmes ont plus souvent des fausses couches. Il y a un impact sur la diminution de l'espérance de vie. Donc, les gens le ressentent pleinement. Et le problème, c'est que bien souvent, ce sont des questions qui sont totalement éludées par les compagnies pétrolières. Ils évitent qu'on en parle. Et l'État aussi n'en parle pas. Et en fait, on va dire que les populations sont dans une situation de souffrance. Toute population s'attend à une justice qui soit équitable, qui soit rapide, qui soit juste. Mais quand ils continuent de subir toutes ces nuisances d'année en année sans qu'ils ne voient réellement une solution, des solutions robustes, c'est vraiment très, très difficile. Il est difficile de trouver des solutions pérennes, c'est clair. Il est également difficile de régler le problème d'un trait parce que la pollution, on le rappelle, elle vient de très loin, des années 60 où tout allait bien, pour prendre corps dans les années 70, si je ne m'abuse, parce que dans les années 60, on rappelle que les installations étaient en très bon état et qu'elles ont commencé à se détériorer dans les années 70. Il y a quand même des enseignements à tirer de tout ce qu'il se passe un peu partout. On a de plus en plus d'entreprises, de majors qui choisissent, bien sûr en fonction de leurs intérêts, de s'installer et d'investir dans l'exploitation pétrolière, mais il y a très peu d'investissements pour la préservation des écosystèmes et de l'environnement dans lequel ces multinationales évoluent. Patrick Barbera? Oui, donc vous avez très bien fait état du fait qu'effectivement, on commence avec des équipements neufs. Et après, au fur et à mesure que ces équipements vieillissent, effectivement, de plus en plus, il y a des événements, tant qu'il n'y a pas derrière des inspections solides et des remédiations assez rapides. Et le cas dont vous parlez, c'est typiquement le cas du Nigeria, où les pollutions, c'est-à-dire l'épandage de pétrole sol au delta du Niger, a commencé en 1965 jusqu'en 88. Donc, ça a été vraiment progressif et il y a eu de plus en plus de pollution jusqu'à arriver en 90 où il y a eu quasiment un arrêt de la population, de la production, et ce qui a déclenché du point de vue de la population une quasi-guerre civile qui a été réprimée dans le sang très sévèrement par le gouvernement de l'époque. Donc, normalement, en principe, on ne doit pas arriver à de telles situations. Mais c'est des situations qui arrivent, c'est-à-dire que plus les installations vieillissent, moins on investit en matière qualitative, si vous voulez. La qualité des équipements, on ne la regarde plus trop, la qualité des prestataires, des intervenants, on ne la regarde plus beaucoup. Malheureusement, ça arrive à tout moment. Mais il faut savoir que les projets neufs, ça arrive aussi à tout moment. Ce n'est pas simplement dans les années 60. Il y a eu des projets neufs dans les années 70, 80, 90. Mais le cycle de vie, il est comme ça. C'est-à-dire qu'une installation, au bout de 20 ans, 30 ans, vous atteignez, il y a une certaine obsolescence des équipements, il y a un vieillissement des équipements et vous atteignez quasiment la durée de vie des équipements. Un pipe, il est vraiment efficace pendant 25 ans. Mais au-delà de 25 ans, il commence potentiellement, nous, on appelle ça, le terme technique, c'est red banded, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le potentiel dans l'année à ce qu'il y ait un incident grave. Mais qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça? C'est toujours d'avoir des équipes très rapides avec du matériel adéquat, c'est-à-dire des clamps, des clamps qu'on pose par-dessus, ou bien du wrapping, c'est-à-dire des sortes d'adhésifs qu'on met autour. Il faut intervenir très rapidement quand on sait que le problème viendra. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne prennent pas ces dispositions, qui ne font pas ces provisions, qui n'achètent pas ce matériel pour pouvoir réagir très rapidement. Et tout ça parce qu'ils veulent économiser les coûts au maximum. Jérémy Ondié, on a évoqué les crises et les contre-crises qui seraient au centre, comme l'a indiqué tantôt Patrick Barbera-Isaac, de ces cas de pollution observés ça et là. Est-il possible d'anticiper sur ces dégradations de l'environnement, puisque l'équipement et ces installations ont une durée de vie,
qui est estimé. Y a-t-il une possibilité de faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts? Merci. Pour moi, c'est clair qu'il faut anticiper, hein, parce que lorsqu'on n'anticipe pas, les dégâts écologiques et économiques sont énormes et très préjudiciables. C'est pour cela que nous devrions rester une, euh, dans une démarche d'anticipation et surtout faire respecter les cahiers de charges pour qu'il y ait des audits. Encore une fois, je reviens là-dessus, qu'il y ait des inspections. Parce que quand tout ça n'est pas fait et qu'il y a des accidents, qu'il y a des dégâts, les dégâts sont énormes. Et donc, nos États doivent être très vigilants, équiper des structures, des ministères de moyens adéquats pour que les audits se fassent, pour que les inspections se passent et que les multinationales puissent respecter aussi les cahiers de charges. On ne peut pas rester dans une position qui, au bout de quelques années, parce que les installations sont obsolètes, alors ça cause pas mal de problèmes. Mais non, on connaît la durée de vie des assets, des immobilisations. Il faut pouvoir les renouveler, il faut pouvoir les changer, les remplacer et avoir une politique, être très alerte en cas d'incident ou d'accident, hein, pour qu'on puisse éviter le maximum de dégâts. Et c'est ça que malheureusement, nous devrions pouvoir interpeller nos États. Et là, on doit pas être flexible, quoi. On doit pas être flexible. C'est de mon point de vue sur ces points-là que l'État doit beaucoup agir. Premièrement, le respect des cahiers des charges. Deuxièmement, des audits réguliers, des inspections sur ces installations. Et ça, je pense que ça peut nous éviter. Il peut y avoir des accidents, hein, ça dans les installations, dans la production pétrolière, c'est des choses qui arrivent, mais nous devrions faire de telle sorte que bon, tout cela puisse être minimisé. Il faut faire de telle sorte que les dégâts soient moins importants et c'est le défi à relever. On rappelle à nos téléspectateurs qu'ils sont sur Proximité Web TV et Afrique Info Web TV et que l'émission, bien entendu, c'est Coup d'œil sur l'Afrique, un coup d'œil aujourd'hui sur les questions de pollution et d'exploitation pétrolière. Le thème d'ailleurs, pollution pétrolière en Afrique, quid de la responsabilité des multinationales. En notre compagnie, Patrick Barbera-Isaac, qui est secrétaire national de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole au Gabon, chargé de la santé, la prévoyance sociale et des retraites, Jérémy Wangé du syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'arriver inexorablement à la seconde partie de cette émission et quasiment à une quinzaine de minutes de la fin. On peut considérer que les difficultés rencontrées, que les nombreux cas de pollution observés, on rappelle au passage que la pollution ne touche pas que le secteur pétrolier, même si aujourd'hui on en parle exclusivement. Il y a la pollution dans le secteur des mines, des pollutions à ciel ouvert, avec des pollutions esthétiques aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais pour rester dans la pollution qui touche le secteur des hydrocarbures, il y a quand même de gros moyens à mobiliser quand il s'agit, par exemple, de dépolluer en mer, comme ça a été le cas
récemment à Maurice. Il y a eu du fioul qui a été déversé sur les côtes. Dans ces conditions, comment arriver à tout nettoyer? Patrick Barbera. Bon, si vous voulez parler des situations de pollution marine, ça c'est très très difficile. C'est-à-dire que dès que vous avez une pollution marine, on essaie de voir un peu le sens du courant. On pose, si vous voulez, on appelle ça des boudins flottants, des sortes voilà, justement, des lignes flottantes qui empêchent ce brut d'aller vers d'autres directions. Et il y a d'abord, dans un premier temps, une projection de dispersant. Et cette projection de dispersant, ça permet en fait que l'élément carbone de l'hydrocarbure puisse aller vers le bas de l'eau, donc utilisation de carboxylase, ou bien possibilité de pomper tout ce qui est surnageant, mais c'est très difficile. Mais tôt ou tard, à un moment, ça va arriver sur la plage, et là, sur la plage, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Il y a aussi un nettoyage qui se fait partiellement avec des tampons absorbants, avec des pelles, c'est vraiment très manuel, hein, parce qu'il y a des plages où vous ne pouvez pas du tout utiliser de machines à cause de la sensibilité des environnements. Si vous avez des écosystèmes particuliers, les crabes, les tortues, etc., vous pouvez rien faire avec des gros engins lourds roulants. La mangrove, alors là, n'en parlons pas, c'est très, très difficile. On ne peut pas nettoyer feuille à feuille. Donc, il y a un nettoyage un peu, on va dire, superficiel qui se fait. Et après, il faut compter sur l'atténuation naturelle comme méthode de réhabilitation. C'est-à-dire, on laisse faire le temps, doucement, doucement, avec la montée des marées, les va-et-vient, ça va disparaître. Mais pas totalement, totalement. Il y a toujours quelque chose qui reste. Mais par rapport au point de tout à l'heure, l'une des choses qu'on n'a pas évoquées et qui rend beaucoup plus difficile l'équation, c'est que au bout, dans ce cycle de vie, quand une major a exploité, par exemple, un puits ou un site pendant une trentaine d'années, elle va le revendre à des juniors. Mais elle va le revendre avec des infrastructures en très mauvais état. Et les juniors, quand elles viennent pas pour tout remettre à neuf. Elles viennent pour essayer d'obtenir quelque chose. Elles profitent du fait qu'elles ont des coûts opératoires très, très bas. Et elles profitent donc justement de cet avantage d'avoir des coûts opératoires bas pour essayer de tirer quelque chose des puits restants et qui, des fois, n'ont plus que, des fois, moins de 5% de BSW, c'est-à-dire, elles n'ont plus que 5% d'huile, moins de 5% d'huile et beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Donc, ils essaient d'arriver à tirer de la valeur, à tirer du profit. Et pour elles, bien évidemment, c'est difficile derrière ça de faire des gros travaux de réhabilitation, d'avoir une responsabilité sociétale des entreprises vraiment très étendue. Il y a forcément des limites. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, quand les juniors arrivent, c'est difficile et quelquefois, justement, les pollutions s'empirent et se multiplient. Et lorsqu'on a, Jérémy Wondje, ces cas de pollution dont les dégâts sont difficiles à estimer, on peut considérer qu'on a, en tout cas, endommagé, sinon hypothéqué, pour ce qui est de la préservation de l'environnement, de nombreux pans de nos écosystèmes, je veux dire, à travers le continent, sans bien sûr de possibilités de compensation. C'est vrai que les impacts, j'allais dire, négatifs sur la faune ou la flore, lorsqu'il y a ces dégâts, sont énormes. Okay. Maintenant, parler de compensation, c'est vrai que on a besoin de beaucoup de moyens financiers lorsque ces dégâts surviennent. Et là, il faut que, comme je l'ai dit tantôt, avant l'exploitation, qu'il y ait un cahier de charges bien défini entre les opérateurs et nos États pour que, en cas de déversement de produits, en cas de pollution, que ces multinationales-là
puisse intervenir et que les actions à mener puissent être à la hauteur de ce que la population pourrait attendre. Hein. Les moyens dans ce domaine-là, ça demande des moyens colossaux. Ça demande des moyens colossaux. Et c'est pour cela que, de mon point de vue, il faut, dans un premier temps, faire en sorte que dans une politique de mutualisation, on puisse demander à ces opérateurs-là de disposer de moyens techniques, pour intervenir en cas de pollution et très rapidement, hein, pour que les dégâts puissent être, j'allais dire, minimisés. Parce que la compensation financière, de mon point de vue, c'est pas ça qui règle le problème. Notre écosystème doit être préservé et donc nous devions nous donner tous les moyens pour préserver l'écosystème. Et si l'écosystème n'est pas préservé, vous comprenez que les dégâts sont énormes et là, c'est toute la population qui va en subir toutes les conséquences. Hein, donc, il faut agir très vite en termes de moyens, faire respecter les cahiers des charges pour que lorsque dans un cas de pollution, ça va toujours arriver. Et c'est des choses que dans ce domaine-là, il faut s'attendre du jour au lendemain qu'il y ait des déversements de produits. Mais quand ça arrive, il faut que nous ayons des moyens, de la logistique pour intervenir tout de suite. Et très malheureusement, nous constatons que nos pays ne sont pas suffisamment équipés et c'est là qu'il faut mener une très bonne politique pour équiper nos pays. Et s'il n'y a pas suffisamment de moyens, mais dans une politique de mutualisation des pays côtiers, je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Moi, je ne suis pas trop pour la compensation financière. Et on ne le dira jamais assez, hein, les dégradations du cadre de vie, sans oublier les dégradations sanitaires, l'impact sanitaire de certaines pollutions, étant difficile à quantifier, il va être bien entendu également compliqué de pouvoir évaluer les coûts, sinon on se retrouve, Patrick Barbera, Isaac, dans ces cas d'amendes symboliques avec des amendes qui, pour les entreprises bien entendu épinglées, ne représentent pas grand-chose. Absolument, absolument. Si on prend par exemple le cas du Nigeria, une société comme Shell, c'est une société qui fait plus de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et au Nigeria gagne énormément parce que le Nigeria, c'est plus d'1,6 million barils par jour. Donc, par rapport au point précédent, si vous voulez, les réhabilitations qu'il y a au Nigeria, des experts ont estimé qu'il faudrait au moins 30 ans de travaux de réhabilitation en continu pour avoir vraiment une réhabilitation complète, une restauration complète de la nature. Plus de 30 ans de travaux en continu. Donc, ça veut dire que l'argent, la somme qui a été donnée là, une fois qu'elles seront distribuées auprès des 15 600 plaignants, une fois que l'État aussi aura pris sa part, il ne restera plus grand-chose pour continuer les travaux. Et cette société n'a pas été condamnée, justement, on continue à faire cette réhabilitation de 30 ans. Et le problème, justement, que pose ces dédommagements, on va dire, symboliques, c'est que le besoin qui est là, c'est pas qu'il y ait une mutualisation des efforts et que ce soit maintenant les États qui assument tout ça. Parce que moi, vraiment, je suis très ancré sur le principe du pollueur-payeur. Donc, c'est pas aux États d'assumer ces dépenses. Moi, je pense pour ma part que les dispositifs juridiques doivent être beaucoup plus contraignants et que les amendes doivent être indexées par rapport au chiffre d'affaires de ces multinationales. Une fois que l'amende sera indexée, ça sera un pourcentage bien défini. Je suis sûr qu'à ce moment-là, les multinationales seront beaucoup plus regardantes. Elles n'auront pas envie qu'il y ait autant d'impact sur eux. Et les gros pollueurs, bien entendu, refusent de
de payer. On l'a vu avec les États-Unis, la Chine et bien d'autres. Et là, on a, en ce qui concerne le Gabon, justement, cette situation dans le département des Timboué, où une entreprise junior a été épinglée pour des cas de pollution. Et là, on se retrouve dans un schéma évoqué tantôt, c'est-à-dire une junior qui a repris l'exploitation pétrolière de certains sites auprès d'une major et qui finalement ne trouve pas utile d'investir dans la réhabilitation d'équipements obsolètes ou bien dans les dégradations pour réparer les dégradations de l'environnement qui ont été observées. Ben, disons que cette junior, elle a, on va dire, un budget général, mais particulièrement par rapport à une zone géographique, un site ou des puits, c'est géré, si vous voulez, en centre de coûts spécifique. Donc, avant de dégager des dépenses dans ce centre de coûts, il faut l'avis, l'accord du pool actionnarial. Ce sont les actionnaires qui doivent accepter. Parce que bien souvent, ces juniors-là ne veulent pas, avec l'argent qu'ils gagnent de façon générale au niveau du groupe, les gains corporate, donner cet argent, cette part de profit pour un site bien particulier. Et le problème aussi, c'est qu'au Gabon, autant dans l'affaire qui concerne le Nigeria, on a reconnu justement la responsabilité de la société mère par rapport justement au fait de la filiale, mais au Gabon, cette législation n'est pas encore, ça n'a pas encore été vu. C'est-à-dire que clairement, ils peuvent encore, on va dire, la société mère qui est là-bas à Londres peut donner encore l'excuse de dire je ne suis pas responsable des faits, des dégâts aux tiers, envers les tiers qui sont commis par ma filiale. Donc, elle peut encore se défendre dans ce sens-là. Parce que, si vous voulez, ils peuvent jongler sur les législations, on va dire, anglo-saxonnes, parce que la législation anglo-saxonne, c'est le devoir de due diligence environnementale qui a ses critères spécifiques de contrainte, et le côté français, c'est le devoir de vigilance. Donc, c'est déclaratif, c'est une déclaration, ce sont des engagements préventifs qui sont là, et où, quelque part, il y a une responsabilité de la société mère par rapport à toutes les sociétés qui sont dans sa chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire responsabilité par rapport aux filiales, par rapport aux sous-traitants, par rapport à toutes les entités juridiques, toutes les personnes morales avec qui ils auraient un lien commercial établi. Donc, il y a des législations qui existent au niveau international qui pourraient contraindre donc la maison mère à faire quelque chose, mais ce n'est pas des législations très, très contraignantes. Elles sont juste incitatives, déclaratives, et elles n'ont pas de clause d'application forcée. Donc, ici au Gabon, ils peuvent, on va dire, échapper, sauf si maintenant le juge voit les choses autrement, sauf si le juge tient compte des jurisprudences étrangères, de ce qui se passe à l'étranger. Et c'est là où on a confiance. Si au Gabon, il y a une junior qui a été mise en examen, hein, si mes informations sont bonnes. Oui, mais mise en examen ne veut pas dire condamnation. Mise en examen, absolument, ça veut dire que derrière ça, il y a une instruction qui est là et il faut définir les responsabilités de tout un chacun. Oui, mais c'est considéré comme une grande première tout de même. Absolument, c'est une grande première, c'est vrai, parce que ça n'a jamais eu lieu et ça montre très bien que, et il faut saluer justement l'action des magistrats qui ont permis que ça ait lieu. Donc ça veut dire que quelque part, ils voient les choses autrement. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez dit dès le début, il y a une collusion des élites, c'est-à-dire les élites du public qui s'entendent avec les élites du privé. Le fait aussi que notre pays a besoin justement de ces investissements-là. Et ils tiennent peut-être à garder l'image d'un pays de moindre exigence sociale, un pays de moindre exigence environnementale. Et ce qui fait que même s'il y avait une condamnation, vraiment, on va dire une sanction exemplaire, ça serait vraiment une grande première.
Coup d'œil sur l'Afrique, nous sommes arrivés au terme de cette émission en permettant à nos invités de dire leur mot de fin. On a parlé de pollution, notamment en ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, pollution pétrolière des écosystèmes, quid de la responsabilité des multinationales. On a fait le tour de la question et avec Jérémy Wondje, on va bien sûr essayer de savoir s'il y a quelques raisons de rester optimiste malgré ces marées noires et ces gros problèmes rencontrés dans les différents sites d'exploitation pétrolière, notamment des majors dans plusieurs pays africains. On a eu des cas au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, pour ne citer que cela. Patrick, nous avons vu qu'il y a c'est vrai, de gros problèmes liés à la pollution pétrolière sur le continent, mais il y a peut-être de l'espoir vu que les questions environnementales sont de plus en plus évoquées, et, notamment à l'Assemblée générale des Nations unies. Absolument. Disons que à la base, il n'y a pas vraiment réellement, pour le moment, par rapport à ce qui se passe, de raison d'être optimiste. Parce qu'on le sait très bien, il y a une paupérisation des populations, il y a une paupérisation des États. Les États, dans leur compétition, sont toujours obligés d'être attelés justement à ce système concurrentiel capitaliste pour attirer le maximum de multinationales, mais en ayant des moindres exigences. Donc, ces multinationales, elles vont devenir de plus en plus puissantes. À l'orée 2030, elles vont être encore plus puissantes que maintenant. Et elles auront, donc, il y aura le risque potentiel qu'elles puissent échapper au contrôle à la fois de leur pays d'origine et des pays hôtes. En même temps, si vous voulez, les seuls espoirs, les seuls contre-pouvoirs possibles, comme ce ne sont plus les États qui ont ce pouvoir, ce sont les instances internationales. Donc, vous avez cité l'ONU et l'Union européenne. À travers les lois et le cadre juridique supranational qu'elles pourront mettre en place, ce sont seulement ces instances qui ont la capacité de réguler, si vous voulez, le pouvoir et les dégâts justement de ces sociétés multinationales. Mais à condition justement qu'elles mettent en place des dispositifs juridiques beaucoup plus contraignants, c'est-à-dire une indexation des amendes sur les chiffres d'affaires, une possibilité même de peine d'emprisonnement pour les PDG de ces sociétés mères. Il faut vraiment des peines beaucoup plus draconiennes. Mais en attendant que ça ne vienne, les seuls contre-pouvoirs en place, ce sont, comme vous l'avez cité, la société civile, les ONG et le courage justement des magistrats. C'est le judiciaire qui arrive justement à se détacher de la politique ambiante et à vraiment lire le droit et capturer justement, accompagner ces attentes sociales et sociétales qu'ont les populations. C'est les seuls contre-pouvoirs que nous avons pour le moment, c'est-à-dire le judiciaire, c'est-à-dire les juges courageux, la société civile et puis les ONG. On n'a que ça pour le moment. Écoutez, on espère la fin de l'impunité pour les pollueurs, quand bien même ce serait des majors, parce qu'il y a envie de la santé et la sécurité de millions de personnes sur le continent africain. Merci donc à Jérémy Wondje du syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire qui a été disponible malgré un calendrier chargé et bien entendu quelques raisons techniques indépendantes de sa volonté. Merci à vous également, Patrick Barbera-Isaac. On rappelle que vous êtes secrétaire national de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole et services connexes au Gabon. Vous êtes également chargé de la santé, la prévoyance sociale et des retraites. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Proximité Web TV et Afrilight Info TV, d'avoir été des nôtres. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro de ce coup d'œil sur l'Afrique.